mais où l'art est donné après, vient après l'exposition de ce que peut être le jugement esthétique dont il a été dit, on l'avait dit la dernière fois d'ailleurs, qu'il n'est jamais, avec un concept donc qui n'est jamais déterminant, mais qu'il est toujours l'objet le produit, le résultat d'une réflexion. Il est réfléchi, mais il n'est pas déterminant. C'est la différence entre les deux jugements qui sont dans l'un est objectif, tandis que l'autre ne l'est pas. Donc, chez Kant, il y a cette idée importante, d'ailleurs, qui fait que l'on va retrouver chez Malevich, mais avec une forme d'interprétation. Il n'y a pas de référence à Kant, je ne crois pas, mais ça peut être interprété à partir de là. Mais Malevich était très instruit de la pensée de la philosophie kantienne. C'est un auteur, c'est un des rares auteurs qui est, un des rares peintres, je veux dire, qui est autant écrit et qui est autant réfléchi philosophiquement sur la peinture. Seulement, si l'on regarde ce que dit Kant de la peinture dans la classification des arts, très curieusement, on ne trouve pas la peinture mise au premier plan. Elle n'est pas mise au premier plan, elle est même mise au troisième, puisque d'abord, il y a, dans la hiérarchie des arts, qui d'autre part occupe une place qui se trouve dans une classification spécifique et non pas dans une classification ayant un rapport à la philosophie qu'ils véhiculent ou à la philosophie qu'ils peuvent inaugurer. Il y a d'abord la poésie, ensuite il y a la musique, que l'on retrouvera d'ailleurs chez Heidegger, chez Hegel, que l'on retrouvera ensuite aussi chez Schopenhauer, chez les romantiques, qui feront la plus grande place à la poésie, jusqu'à considérer que le médium absolu de tous les arts, c'est la poésie. Il en est de même de la musique, qui pour Schopenhauer sera pour Schopenhauer, ce sera l'art qui se rapproche le plus de la pensée. Alors, pour voir que la peinture appartient plutôt à l'art de la décoration, à une catégorie qui n'est pas du tout secondaire, bien entendu, qui n'est pas du tout particulièrement inférieure, mais qui n'est pas l'expression comme il sera par exemple dans une autre considération sur la hiérarchie des arts, chez Hegel, qui sera plus l'expression de la subjectivité, tandis que ce n'est pas le cas particulièrement. Chez Kant, il se rapproche plutôt de la décoration, de la peinture, d'un plaisir décoratif, d'un plaisir de l'œil qui est décoratif, qui est comparable à celui également, qui s'inspire d'ailleurs du beau naturel, qui est comparable à celui des jardins. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il y a une place intéressante réservée à la peinture par Kant, mais cette place, alors c'est le point que je veux simplement détacher pour ne pas être confus ni long. Je veux dire qu'on assiste au XIXe siècle, je coupe maintenant toute référence historique et tout, on le fera ensuite si l'on veut, mais on assiste à quelque chose de tout à fait particulier au XIXe siècle, c'est-à-dire la place de plus en plus importante dans la réflexion esthétique que va prendre la peinture. Ça commence déjà avec Diderot, d'ailleurs, mais ça prend une place plus importante avec Baudelaire par suite de ses relations avec Delacroix et de son admiration pour Delacroix. Et ensuite, alors, ça va devenir quelque chose, on en a parlé avec Manet, bon, quelque chose de très systématique, parce que la peinture va être, ce qui n'est pas du tout présent chez Kant, je le répète encore une fois, la peinture va être l'art par excellence qui concerne l'espace, qui concerne l'insertion de l'homme
dans la nature, qui concerne donc ce qu'il y a de relation entre l'homme et le monde en général. Donc ça va prendre une place très importante que l'on voit s'affirmer de plus en plus, et en particulier chez Cézanne, qui est le point de départ de Malevich, puisque un des grands textes de suprématisme s'appelle « De Cézanne au suprématisme ». On peut dire que, en fait, la peinture va avec Malevich prendre une place fondamentale, puisque cette place fondamentale, c'est celle de la relation de l'homme avec la nature, de la relation avec ce qu'on pourrait appeler le monde ou le cosmos, en prenant alors ce que fait Martineau, une traduction qui est intéressante, qui est sans doute légitimée, celle de Heidegger, qui ne parle pas de Malevich, mais auquel le lit Martineau, c'est une recherche ontologique qui va dépasser l'application de la peinture aux choses matérielles, aux choses objectives, qui fait partie de l'étang, tandis que la peinture va s'occuper de l'être. Donc l'ontologie picturale qui se trouve chez Malevich, et qui est peut-être pas sous ces termes même, et encore, Malevich était très philosophe, vraisemblablement de culture, de forme de pensée, bien qu'il ne prononce pas et qu'il n'écrive pas les mêmes termes, il est certain que la traduction heideggerienne de Martineau recouvre assez ce que pense et que veut signifier Malevich. Martineau le relirait plutôt, alors de ce point de vue-là, à cette notion, s'il refuse, comme le fait Cézanne, de relier la peinture à une recherche de la nature, de l'être comme nature, au sens où ce mot s'était affirmé dans la peinture sous le titre de naturalisme ou sur le titre de réalisme, il est certain qu'il se rapproche bien davantage de la nature en tant que physisme, des anciens Grecs, que l'on trouve affirmé soit chez Empédocle, soit chez Parménide, soit chez Héraclite. Donc c'est l'être, ce qui est la pensée de la nature dans la peinture, c'est l'être physisme, que nous écrivons donc par conséquent. Alors, on ne peut pas savoir, on ne peut pas écrire, ça ne fait rien, ça n'a aucune importance. Donc c'est ça, c'est l'être comme nature, et qui correspond à quelque chose qui est le dépassement de l'être comme objet. De sorte que le principe philosophique, ça c'est certain, d'ailleurs lui est affirmé par Malevich, le principe philosophique qui va donner lieu en 1913 au suprématisme, c'est le dépassement absolu, radical, intentionnel de la peinture appliquée à l'espace des objets, ou des choses, mais enfin des choses comme objets, parce que là aussi le mot de chose est aussi équivoque, si l'on s'y réfère par exemple aussi à la phénoménologie ou à Kant. Donc il vaut mieux parler de l'objet. Il y a une essence inobjective et qui, à un certain moment, fait ambiguïté avec le réalisme. Il y a eu du suprématisme, mais comme l'écrit
comme l'écrit Malevich, le suprématisme va être le nouveau réalisme de l'être non objectif. De l'être, c'est-à-dire qui n'est pas celui des objets, donc et d'où l'abstraction en ressort d'une façon tout à fait naturelle, pas par la même voie que Kandinsky. Il serait intéressant d'ailleurs de toute façon, ça a été fait, mais ça s'impose d'ailleurs, on le voit, de se comparer, de confronter la voie, les voies diverses, celle qui a été de Kupka, celle de Kandinsky, celle de Malevich, mais chez Malevich, cette voie est plus peut-être encore systématique et heideggerdienne. Ça, c'est absolument certain qu'il y a un dépassement de l'être relativement à l'étant qui atteint une sorte d'ontologie qui est même religieuse chez Malevich, bien qu'il soit partisan de la révolution soviétique. Au début tout au moins, il s'est tourné ensuite, ses textes se sont tournés jusqu'à quelque chose que l'on peut considérer comme un déisme, bien que le dieu de Malevich soit plus proche de celui de Spinoza, donc de la nature, aussi Deus sive natura, mais il y a une acceptation, puisque le dernier texte de Malevich s'appelle Dieu. Comment ça? Dieu n'est pas détrôné. C'est ça, n'est pas dépassé ou je sais pas quoi. Détrôné. À propos, le Dieu n'est pas détrôné, c'est ça. Dieu n'est pas détrôné dans Cézanne et le suprématisme. Dieu n'est pas détrôné, donc ce sont des textes qui implicitement, d'ailleurs, peuvent être rangés dans une forme de mysticisme, si l'on veut, matérialiste, si l'on veut, mais il n'est pas matérialiste d'autre part, parce que dès qu'on prononce le nom de matérialisme, on est obligé de reconnaître les formes objectives, d'où très vraisemblablement, je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort, mais ni quelles sont ses relations exactes relativement à l'Union soviétique, à la direction soviétique, l'art, l'église, la fabrique soviétique. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement quelque chose qui à la fois le fait s'apparenter à une idée révolutionnaire, mais une idée révolutionnaire qui est construite sur un porte-à-faux absolu du point de vue culturel, avec la pensée soviétique, la pensée révolutionnaire politique. C'est absolument certain. Il y a un moment où il y a un entrecroisement, où il y a cette politique révolutionnaire de Malevich du point de vue pictural va le conduire au rejet des choses, au rejet des objets, et également au rejet, par conséquent aussi, du monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est étant le monde de la bourgeoisie, il y a une confusion complète avec ce rejet, puisque une fois au pouvoir, les soviétiques vont au contraire chercher le réalisme le plus plat et le plus représentatif, tandis que Malevich voudrait faire triompher ce qu'il ne pourra pas faire d'ailleurs, mais au début il y a une grande ambiguïté, puisqu'il y a eu des formes, en particulier dans le domaine de la musique, il y a eu aussi des formes très ambiguës, très équivoques, qui ont imprégné tout ce mouvement. Donc, pour ne pas entrer dans le détail comme ça du temps blanc, je vous donne uniquement le trait général. Le trait général, c'est cette orientation vers une abstraction qui n'est pas non plus, cette abstraction n'est pas non plus celle qui va éliminer les objets pour faire de au nom d'un rien, parce que c'est pas du tout un nihilisme, c'est pas un nihilisme, le mot se trouve chez lui, et il est repris aussi par Martino d'ailleurs, et par un connaisseur, enfin un critique de Malevich, je ne sais pas ce qu'il est,
comment s'appelle-t-il? Il non s'appelle, c'est celui qui a fait la traduction et l'édition de l'ensemble de ses œuvres, Jean-Claude Marcadet. Jean-Claude Marcadet, il faudrait l'écrire, Jean-Claude Marcadet, qui est intéressant, parce que c'est lui qui a donné tout l'ensemble de ses textes, et en même temps que des analyses d'orientation aussi assez heideggerienne, un peu dans le sens de Martineau. De sorte qu'il y a très curieusement un heideggeriano-marxisme, bien que ni l'un ni l'autre ne soit mentionné par Malevich. Il ne parle jamais de Heidegger, et s'il parle de Marx, ça serait uniquement allusivement à la révolution soviétique, à Lénine, à tout le mouvement auquel il s'est rallié lui-même. Mais il ne fait pas de discussion sur les pensées philosophiques de Marx, ni quoi que ce soit. Et il développe donc sa philosophie proprement dite. C'est pourquoi on a quelque chose de très curieux dans le suprématisme, qui est un mouvement assez particulier, qui a influencé très certainement les mouvements vers l'abstraction, mais qui est quand même très particulier, parce qu'il a un chemin de l'abstraction qui n'est pas du tout semblable aux chemins qui ont été appliqués, expérimentés par d'autres peintres. En fait, il est peintre, c'est certain, mais c'est une abstraction très philosophique, très pensée, justement dans cette idée de l'inobjectivité, d'une différenciation entre cette sorte d'iconographie. Le carré noir est l'icône du suprématisme. Donc, faire une icône, c'est une image. Donc, le phasma, c'est le sens qu'il donne à cette image qui n'est pas à proprement parler même un phénomène qui serait la représentation de l'espace. C'est quelque chose qui est plutôt un allégorisme ou un symbolisme de cette spatialité pure qui constitue le monde de Malevich, et à l'intérieur duquel il veut faire surgir le nouvel homme. Or, le nouvel homme, qui est aussi un slogan du léninisme et du stalinisme, n'est pas du tout conçu par Malevich, tel qu'il en donne le trait à travers cela, les traits à travers cela, n'est pas du tout conçu comme un prolétaire russe. C'est absolument incontestable. Ce nouvel homme serait un peintre abstrait qui ne représente pas du tout les sentiments esthétiques du prolétariat. C'est absolument incontestable. Donc, il y a quelque chose de très particulier, à mon sens, tout au moins, dans la pensée du suprématisme, qui est partagée dans une certaine mesure, et peut-être même parfois avec plus de rigueur, ou j'allais dire de dogmatisme, mais le mot dogmatisme est effectivement critique et péjoratif quand on l'utilise. Donc je ne veux pas être péjoratif de ce point de vue-là, mais d'affirmation doctrinale, je veux dire, par celui dont je vous avais parlé la fois précédente, sur lequel il y a le film de Vajda, et qui s'appelle Strzezinski, qui est un Polonais, et qui était en relation aussi avec Malevich, et qui s'était orienté vers ce suprématisme, vers cette forme de suprématisme, qui se considère lui-même comme étant un aboutissement, en recréant une sorte de mouvement interne
qui fait que l'on passe du cubisme, du constructivisme au futurisme, au cubisme. Il ne parle pas, très curieusement, et il n'y a mention ni de dadaïsme, ni de Zara, ni de Duchamp, ni du surréalisme. Ça s'est construit un petit peu en dehors. Et alors, je dis c'est curieux, je termine par là, parce que, d'autre part, il est absolument certain que cette évolution n'est pas, et si elle est ancrée, comment pourrait-on dire, encastrée, on pourrait dire, dans une réflexion et dans une pratique réflexive d'ailleurs, parce que sur le travail du peintre, puisqu'il y a tout un travail de peinture avec des représentations, avec ce qu'on pourrait appeler des objets également reconnaissables, ou au sens heideggérien, des étangs chez Malevich, il n'y a rien qui soit en discontinuité, bien qu'il y ait une rupture à un certain moment. Il y a une rupture au moment où il adopte ce passage au suprématisme absolu avec le carré, mais d'autre part, il n'y a pas non plus chez lui quelque chose qui soit un travail qui réponde uniquement à la réflexion. Il emprunte à une pure réflexion abstraite. À l'origine, il emprunte les voies du cubisme, du futurisme également, en tant que le futurisme est un essai d'introduire dans la spatialité le mouvement, donc une certaine forme du temps qui pourtant est opposé à la représentation dans l'espace, mais il fait partie également de ce mouvement. Donc il y a un mouvement qui est interne à la peinture, mais il y a également quelque chose qui manifeste une rupture avec un développement de la peinture pure. Donc il y a beaucoup de paradoxes dans la pensée de Malevich et dans son œuvre, qu'il veut à la fin synthétiser sous une forme cognitive, en donnant des représentations très doctrinales dans certains textes, je ne sais pas comment. C'était pas là, il y a d'autres textes qui sont très, très doctrinaux, mais là-dedans, il y a également, lorsqu'il parle, là-dedans, même dans Cézanne, à propos du problème de l'art plastique, par exemple, et là aussi c'est une présentation, mais qui a beaucoup d'aspects qui sont doctrinales. Nous voulons nous construire selon un modèle nouveau. Ça serait ce qui serait le plus voisin d'ailleurs également de la pensée de celui dont je vous ai parlé, Streswinski. Nous voulons l'unité de toute l'humanité. Ça par exemple, voilà un exemple qui peut vous donner un petit choix de texte qui est, je ne sais pas si tu l'as cité, l'unité de toute l'humanité est nécessaire car il est besoin d'un nouvel et unique homme d'action. Nous voulons nous construire selon un modèle nouveau, un nouveau plan, un nouveau système. Nous voulons construire de telle sorte que toutes les forces de la nature s'unissent à l'homme et forment une face unique, toute puissante. C'est cette tendance vers l'unité qui fait justement un peu le centre mystique à la fois et dogmatique de Malevich. Chaque fois qu'il y a une tendance vers l'unité, on peut dire au fond il y a quelque chose qui est en porte-à-faux dans ce genre de pensée. On a l'impression qu'on va lui opposer le multiple, le contraint, comme le faisait la Boétie contre les gouvernements monarchiques, etc. Donc là, il y a un très grand danger de ce genre d'évolution de Malevich. Nous voulons construire de telle sorte
que toutes les forces de la nature s'unissent à l'homme et forment une face unique, toute puissante. Pour cela, le principe économique nous conduit sur sa voie et rassemble toutes les vies qui sont éparpillées dans le chaos de la nature, séparées, isolées dans une route unique. C'est-à-dire, nous voulons, la phrase est à reprendre. Pour cela, le principe économique nous conduit sur sa voie et rassemble toutes les vies qui sont, c'est ça, en une route unique. C'est pourquoi chaque personne, chaque individualité qui a été un jour isolée s'incarne aujourd'hui dans le système d'une action unique, à travers quoi il peut viser effectivement une unité de type positif et valable, c'est ce qui a été un petit peu d'ailleurs les illusions et les paradoxes et les erreurs et les tournants fondamentaux en Union soviétique de la révolution soviétique, puisque ces tendances unitaires ont conduit justement à la pensée politique et à l'action politique totalitaire. De la même façon, dans le domaine pictural, il y a effectivement ce même danger qui n'est pas du côté du nihilisme, à mon avis, mais du côté de bien que ça conduise à un vide, en définitive, une fois que l'on a fait du noir sur du blanc, ou du blanc sur du noir, ou des choses comme ça, on conduit au vide absolu de la création artistique et au passage à quelque chose d'autre, à une autre forme. Ça se trouve à propos du problème de l'art plastique en 1921, c'est-à-dire déjà avait été amorcée et largement cette inflexion en 1921 vers le suprématisme, mais qui n'était pas unique, parce que ça a donné lieu à plusieurs mouvements. Je ne sais pas, le plus connu c'est Tatlin, mais il y en a d'autres également peintres qui ont travaillé dans ce sens, mais qui n'ont pas, malgré tout, donné uniquement des œuvres d'une abstraction, d'une unité réduite à une abstraction. Il y a toujours des éléments qui subsistent et qui sont, pour dire, des modulations, des introductions de la multiplicité à l'intérieur de cette unité. Bon, c'était là-dessus que je voulais attirer l'attention, sur les ambiguïtés. Non, j'ai l'air de faire une critique négative de Malevich, loin de là, parce que j'admire beaucoup Malevich, mais que je pense qu'on peut être sensible à cette orientation qui peut être à double sens, qui peut avoir un sens positif, c'est certain, mais qui peut avoir aussi des aspects dangereux, malencontreux, à la fois sur le plan politique, sur le plan artistique et sur le plan politique, c'est certain. Oui, je voyais que tu... Non. Bah, plus tard. Protester, non. Non, je proteste pas. En Allemagne, je ne sais pas si ça a eu lieu, un mouvement semblable du suprématisme. C'est resté quand même assez limité, j'ai l'impression, le suprématisme proprement dit. Je ne sais pas, toi qui connais l'histoire de l'art, tu pourrais le dire. Ça a été étouffé progressivement. Il y a eu des tentatives architecturales, oui. Avec notamment Melnikov. Oui. C'est très fécond au contraire, hein, parce qu'il faut penser à un langage, au-delà même des considérations philosophiques, il y a une création, pour le coup objective, d'un vocabulaire plastique qui se donne à voir avec évidence, donc non seulement dans l'ornementation, mais également dans l'architecture, dans le mobilier. Dans l'architecture, il y a eu quelques constructions, il y en a même une qui a été faite en 1925 à Paris, lors de l'exposition des arts décoratifs, et le monument est resté d'ailleurs jusque pendant la dernière guerre. J'étais surpris, les nazis l'ont démonté. C'était un pavillon de l'URSS. On nous montre toujours en 1936, mais c'est déjà stalinien, mais là
Là, vous verrez ça sur le net. Le Melnikov, c'est le pavillon, je crois que c'est le pavillon de travailleurs, je sais pas. C'est le pavillon des soviets. C'est le pavillon des soviets. Ils ont professé ainsi que. C'est une architecture, en fin de compte, qui. Au Bauhaus de Berlin. Ah oui, en plus. Oui. Malevich est venu une fois, je crois. Oui, il y a eu des contacts. Mais ils ont inventé quand même un vocabulaire, un répertoire qui, on peut le dire, aura influencé l'architecture occidentale jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette façon qui semble particulière, par exemple, à Beaubourg, au bâtiment de Beaubourg, qui consiste à mettre tous les éléments de fonctionnalité à l'extérieur et en faire d'une certaine manière un élément décoratif, pour libérer l'espace intérieur, donc les effets de cheminée, l'esthétique de fabrique, eux-mêmes mettaient la structure en avant. Donc vous verrez, les projets, parce qu'il y a beaucoup plus de projets que de réalisations, on a des projets qui visiblement ont été ensuite largement repris par l'architecture du XXe siècle. Et c'est un peu le drame d'ailleurs de tous ces grands mouvements plastiques, je dirais moi, que ce soit le groupe de Style, ils ont très peu construit, c'est-à-dire les Hollandais autour de Mondrian, de Van de Sbourg, etc. Le Bauhaus c'est très peu construit. Gros cul, ils ont construit pour eux-mêmes leurs bâtiments. Et puis il y a eu des régimes totalitaires. Il y a eu, en France, il n'y a pas eu ce regroupement par contre. Le Corbusier était lié à des peintres. Lui-même a créé son mouvement dit puriste, il était un peu peintre. Et quand même, bon, mais c'est en réaction au cubisme, donc c'était plus une histoire interne à la peinture. Et puis il y a eu effectivement le dadaïsme et le surréalisme. Mais en définitive. Alors par contre, je peux vous citer quelque chose qui résumerait toute la position de Malevich. Et notamment l'articulation de ces concepts. Là, c'est une citation que j'ai retrouvée qui me paraît très importante, et puis on passera la parole. Lorsqu'en 1913, dans mon effort désespéré de libérer l'art du poids inutile de l'objectivité, je me réfugiais vers la forme du carré et exposais une icône, c'est très conscient, Bild, traduction, qui ne présentait qu'un carré noir sur champ blanc. La critique soupira et avec elle la société. Tout ce que nous avons aimé a péri. Nous sommes dans un désert, devant nous un carré noir sur un fond blanc. Plus de réplique de la réalité, point de présentation idéale, rien qu'un désert. Mais le désert est empli de l'esprit, Geist, de la sensibilité, Empfindung, inobjective, qui pénètre tout. Donc cette sensibilité inobjective, pour moi, ça serait plutôt la plastique pure. Mais bon, moi aussi, une sorte de réserve poussée jusqu'à l'angoisse, quand même. Alors, m'emplit, donc angst, m'emplit, lorsqu'il s'agit de quitter le monde de la volonté et de la représentation. Il corrige Schopenhauer, pour lui le monde est stable, mais inaccessible. Ce monde de l'Empfindung est inaccessible, où j'avais vécu et créé, et à la factualité duquel j'avais cru. Mais le sentiment bienheureux de l'inobjectivité libératrice m'entraîna violemment vers le désert, entre guillemets, où n'est factuel que l'Empfindung, et ainsi l'Empfindung devint la teneur de ma vie. Vous voyez, c'est quand même des gens qui sont dans une idéalité, pour moi, visuelle, formelle, parce qu'ils peignent quand même, ils n'arrêtent pas de peindre, c'est pas des conceptuels. Rapprocherait de Nietzsche. Voilà, bien sûr. C'est repris d'ailleurs, ça n'a pas échappé bien sûr à Martineau. Mais bon, est-ce que c'est la même chose, je ne sais pas. Tu vas voir, comme le désert, c'est un champ, c'est le blanc. Alors, mais le sentiment bienheureux, donc voilà, ce n'était pas là un carré vide, entre guillemets, que j'avais exposé, mais l'Empfindung de l'inobjectivité, donc c'est un regard de l'au-delà de l'objet, très bien. Le carré noir sur son champ blanc était la première forme d'expression de l'Empfindung inobjective. 2 points. Le carré égale l'Empfindung. Le champ blanc égale le rien, entre guillemets. Et donc c'est très articulé dans la peinture même. Ici, en dehors de cet Empfindung. Je termine. L'objectif en soi dépourvu de signification, c'est ça qui veut dire, les représentations de la conscience sans valeur. Donc un dépassement, effectivement, du monde de la représentation. Il faut s'entendre sur ce fameux mot de représentation, sens freudien, sens heideggerien, mais bon, Martineau en joue. Et ça traverse toute la réflexion philosophique de l'art au XXe siècle. L'Empfindung, voilà le décisif. Et ainsi l'art s'achemine jusqu'à la présentation inobjective, tirée au suprématisme. Il atteint un désert, totalement assumé, donc un désert entre guillemets, où rien n'est plus reconnaissable que l'Empfindung. Donc il est dans une idéalité plastique pour moi. Il est très proche de ce que Mondrian appelle la plastique pure. Il est dans une visualité pure. Et alors, par contre, pour finir, il y a eu peut-être un malentendu, une ambiguïté totale. On lui attribue une exposition de tableaux blancs, qui ne sont pas peints, de châssis. En 1920, il aurait exposé, alors ça c'est un témoignage russe, des châssis avec rien dessus. Alors, on ne sait pas si c'est une série de carrés blancs, etc. Il n'en a pas parlé, il y a des témoignages. Donc il serait au plus près de ce qu'on appelle l'art conceptuel quand même. Et jusqu'à imaginer même
un théoricien contemporain du nominalisme artistique, Thierry de Dieu, il avait dit, en fin de compte, oui, on n'a peut-être pas osé exposer une simple toile, avec rien dessus, on l'a peut-être jamais fait. Mais lui, il l'a peut-être fait. Mais s'il l'a fait, il a franchi la ligne. Il est à ce moment-là, dans ce que j'appelle moi l'art conceptuel, ce qu'aucun de ces peintres ne faisait à l'époque, quand même. Même s'ils avaient une vision conceptuelle de l'art, à mon sens, c'est là que je les critique. Et je les critiquerai comme Althusser critique la philosophie spontanée du savant. Pour revenir à ma coupure althussérienne, il faudrait critiquer quand même le langage des peintres, même des peintres purs, des peintres peintres, qui sont, à mon avis, trop philosophes, entre guillemets. Je te laisse la parole tout de suite. Il faudrait écrire une philosophie et la philosophie spontanée des artistes. Il y a une tendance également, peut-être inspirée par le suprématisme, chez quelqu'un qui est un peintre italien, comment s'appelle-t-il? C'est moi qui sais le nom qui m'échappe, qui a fait qui a présenté des plaques de métal qui sont percées, qui est, comment s'appelle-t-il, qui est aussi une des formes extrêmes. C'est Fontana, non? C'est pas Fontana. C'est ça. Luciano Fontana. Lucio. C'est Luciano, hein, Fontana. C'est Fontana. Comme la fontaine. C'est ça, qui a présenté quelque chose qu'il a appelé concept d'ailleurs. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. C'est le premier. Et même des peintures qui font partie, qui sont intégrées alors en Italie à ce qu'on appelle arte povera ou l'art minimaliste. Mais ce n'est pas du... C'est-à-dire que... Il parle de concept spatial. Oui, c'est ça. Il y a un trou concept spatial. Lucio Fontana. Ah, c'est Lucio. Oui, c'est ça. Donc il y a dans la voie qui conduit au suprématisme quelque chose comme le mythe. Mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans la voie philosophique qu'indique Martineau, c'est également en rapprochant, en rapprochant de Heidegger et en prenant une voie phénoménologique, c'est l'allusion et même l'application, c'est plus qu'une allusion, qu'il fait du cheminement de l'abstraction qu'il rapproche de ce qu'est, du point de vue phénoménologique, la mise entre parenthèses, l'époqué au sens stoïcien repris par Husserl, l'époqué, oui, l'époqué, et PO, c'est un qui, c'est CHE, l'époqué husserlienne, la mise entre parenthèses, donc quelque chose qui est une suspension, que l'on traduit aussi par suspension du monde, de la nature, des choses naturelles, et qui ressemble au fond à un mouvement philosophique dans la peinture. La peinture passant à l'abstraction opère également une suspension relativement aux choses. Maintenant, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque la suspension husserlienne, ainsi que celle à laquelle fait allusion Heidegger lorsqu'il y a passage du monde des étangs à une ontologie fondamentale, il y a, ce n'est pas une abstraction au sens pictural, au sens représentatif. Ce n'est pas, lorsqu'il y a une mise entre parenthèses husserlienne, une époque husserlienne, elle ne consiste pas dans une abstraction picturale des choses, ni dans une réduction, là aussi qu'on appelle aussi réduction, ni dans une réduction, par exemple, des choses à leur bâti, comme dans le cubisme, en faisant apercevoir les cubes, les cylindres et tout ce qui est dans l'architecture de la nature. C'est pas le même type. Mais en fait, ça ressemble un petit peu à cela, cette époquée, cette mise entre parenthèses, cette réduction phénoménologique a une ressemblance, une affinité, peut-être une
parenté, ou un retentissement avec l'abstraction picturale. Donc là aussi, ce sont des voies de rencontre qui sont utilisées par la voie philosophique de la peinture et la voie picturale, si l'on peut dire, de la philosophie à laquelle Martineau fait allusion à travers Malevich. Mais qui est intéressant parce que, je reviens, je termine là-dessus, il montre bien que la pensée, ce que suggère d'ailleurs aussi déjà Kant, qu'il y a dans l'esthétique, alors prenons au sens large sans faire de distinction entre la nature et l'art, mais il y a dans la pensée, dans l'idée esthétique, quelque chose qui est à la fois du domaine de la philosophie et à la fois aussi du domaine de la satisfaction donnée par le jugement esthétique, dans l'idée esthétique. L'idée esthétique, une idée d'éthique qui donne à penser, qui est riche, c'est une idée de l'imagination. Donc c'est un développement, c'est une libération de l'imaginaire qui va au-delà des formes existantes et de ce qui est donné également à la perception et à l'imaginaire lui-même. D'ailleurs, il y a aussi, on revient à cette expression que tu avais épinglée, qui est celle du phasme, il y a aussi quelque chose qui, dans le phasme, dépend à la fois de la réalité phénoménale, mais en même temps de ce qui travaille à l'intérieur de la réalité phénoménale, c'est-à-dire de ce qui relie chez Kant l'entendement et la sensibilité, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'imagination transcendantale, c'est-à-dire le schème et la présence du dynamisme, du mouvement, puisqu'il y a cela aussi chez Malevich, le plan pictural n'est pas assimilable à quelque chose qui soit une simple surface, où on peut utiliser l'un ou l'autre terme, parce que là aussi il y a ambiguïté. On peut dire la surface picturale n'est pas assimilable à un simple plan géométrique, ou on peut dire le plan pictural n'est pas assimilable à une simple surface géométrique, pourvu qu'on sache ce qu'on met dessous, c'est-à-dire que c'est une surface ou un plan riche de potentialité, riche de virtualité, qui est dynamique, qui est doué lui-même d'une action, d'action, de réaction. Donc le premier, d'ailleurs, quand il commence, quand il commence en quelque sorte à décrire ce qu'est le mouvement, c'est à décrire ce qu'est le monde de la peinture et l'être, et il y a quelque chose qui est de la nature, qui est la nature du mouvement, de l'excitation, c'est ça, voilà. C'est le terme qu'il utilise, c'est le mot de l'excitation. L'excitation de l'être et celle de l'être, c'est Martineau qui va dire ça, et celle de l'être non figuratif, où il n'y a pas d'objet, c'est-à-dire ce qu'il y a. Or, justement, ce qu'il y a à l'origine de l'être, c'est quelque chose où il n'y a pas d'objet, mais où il y a une excitation, où il y a une impulsion, il y a un mouvement, donc c'est ça qui est à l'origine. On peut dire, ce sont les réflexions également, on pourrait dire de Goethe, de Faust, dans Goethe, où il s'interroge pour savoir comment traduire ce qui était au début, au commencement, en disant il y avait l'action, au commencement il y avait l'action, il n'y avait pas le sens, il n'y avait pas le mot, il n'y avait pas le verbe, mais il y avait le mouvement, il y avait l'action. Or, il y a aussi cette influence ou cette
arrière-fond qui se trouve dans le suprématisme non représentatif et inobjectif. Donc c'est pas une action, mais qui n'est pas subjective, parce qu'on peut dire, mais dans ce cas-là, c'est une subjectivité, comme l'ont voulu les idéalistes allemands post-kantiens, en particulier Fichte. Au commencement, il y avait le moi, c'est ça qui est à l'origine, c'est ce qui est... Non, ce n'est pas dans ce sens-là d'un idéalisme quelconque que se trouve, comme on dit, le suprématisme. Donc c'est plus proche également là, sur ce plan-là de l'être heideggerien que de la subjectivité post-kantienne. Mais ça se trouve aussi impliqué un petit peu dans tout cela. Mais on n'a pas du tout montré on n'a pas ni commenté ni montré absolument pas ça. On a vu apparaître ce livre. J'en ai parlé avant le livre. Personne n'a vu ce qu'il y avait dedans. Vous l'avez tous vu. Si, tout le monde l'a vu. C'est là-dedans. Le livre a circulé. Tout le monde a vu le carré blanc sur le fond. Il a été commenté. Non. Eh bien alors. Ça dépend comment, mais oui. Non, il faut ça dépend ce que tu appelles commenter. Si, c'est intéressant quand même. Et on commente, c'est-à-dire que l'on présente à la fois dans le... Puisque chez lui, il y a chez Malevich, il y a une importance temporelle très grande. On sait que c'est en j'ai insisté sur la picturalité, j'avais fait le commentaire. Présente le carré noir. En 1921, il continue le passage de la doctrine. De quand datent ces peintures De quoi? Celle-ci, de 17, hein, c'est ça? 17-18. Ah, oui. Donc c'est à une époque où il est en plein, malgré tout, en pleine possession du suprématisme. Mais c'est quand même un contraste de couleur. Là, c'est encore plus net que je pensais. C'est même pas blanc, là. C'est carrément très coloré. Il faut voir ce que ça donne sur la palette, ce genre de ton. Oui, hein. Mais on a un ton froid bleuté, là, au centre, un ton chaud à l'extérieur. C'est un accord, en fin de compte, coloré. Il y a beaucoup de peintures représentatives. Alors, quand est-ce qu'ils sont faites, ces peintures représentatives? Je ne connais pas son œuvre. Il a eu sa période cubiste. Non, mais c'est il ça a été qui est influencé par intéressant. Léger. Donc, il a eu sa période cubiste. 1912-1914, L'œil qui voit tout. Ah, c'est ça. Un peu expressionniste. Oui, de toute façon, ça ne peut être qu'avant. Là, on a une sorte d'expressionniste, Il aurait pré-cubiste. pu en faire après. Mais un peu sous l'influence quand même de Léger. Il y a des choses de Léger qui sont assez proches de ça. Mais là, cette femme... Ou de Matisse même, hein, c'est très net. T'as Matisse. Ça aussi. Il a été influencé par Matisse. Oui, c'est de Matisse. Non, mais on voit l'influence. Il est parti de Braque. À quelle époque? Oui, mais c'est les années 10. C'est les années 10. Quand donc, Matisse était assez connu. L'expression Stuckin le montre. Hein. Vous pouvez la voir encore. Souvent, cette femme, cette faucheuse ou rapetisselle en couverture. Ça, je crois que c'est postérieur. Je crois que c'est nettement plus. Parce que c'est très... C'est les années 30, là. Les années 30. Non, c'est lorsque la censure... Voilà, 1928-32, la censure commençait à l'atteindre. Non, c'est le retour à la figuration. C'est le retour à la figuration. Donc, il y a quelque chose qui est de la figuration. Oui, mais là, contrainte. C'est la censure. Hein. Il était obligé de revenir à la figuration dès les années... Est-ce qu'on le dit que c'est... Ah si, bah oui, si. Est-ce que c'est dit? Il a fait cette peinture, ça je le sais, hein, on peut le lire, mais c'est connu. Oui, bah, il était contraint à la figuration. Oui, mais en même temps, si on connaît son travail d'avant, on peut avoir l'impression justement que c'est comme une espèce de façade, quelque chose de faux. Ce serait comme faire semblant d'en faire, quoi. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait tout de suite quand je vois ça. Ça sonne faux pour vous. Quoi? Qu'est-ce qui semble? La figuration. Quand on dit Certains revient à la figuration. Ah non, pas. Oui, bah, de toute façon, c'est tellement contraint qu'on a du mal à imaginer que ce soit totalement sincère, bien sûr. Enfin, c'est quand même... C'est un compromis. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que... Je suis quand même... 28-32. C'est la fin. C'est quand même assez fascinant quand on parle de... Oui, mais en l'occurrence, on vient de nous dire que c'est peut-être tout à fait apparent. C'est ambigu, je trouve, comme retour à la figuration, en fait. Non, celles qui sont très proches de... Non, mais
Même des choses comme ça. Avec très grande originalité. De qui est-ce? De quand c'est ça aussi? La même période, hein. Les dernières années de sa vie, ah, oui. il était contraint de faire une peinture qui est censée parler davantage au peuple, puisque reconnaissable, tout en gardant un minimum de simplification colorée. Pour une fois, je donne raison. Jusqu'à même faire des choses comme ça. Oui. Voilà, en 1933, là, on a le réalisme socialiste a frappé. Fais-le voir. Ça devient carrément néo-florentin. Oui, là c'est moins bien, c'est moins original. Tu lui diras. Voilà, alors, là, le peuple revient dans la peinture. Oui. La femme populaire revient dans la peinture. Oui. Et le camarade suprématiste qui a connu une déviation insupportable au jeu du commissariat de la plastique est rentré dans le rang. Est-ce qu'il y a des textes? Tu vois, il a dessiné comme ça à côté, on nous compare ce qu'il aurait peut-être encore aimé faire. Est-ce qu'il y a des textes? C'est assez effrayant. Moi, je ne connais pas les textes explicatifs, mais c'est connu, ça, vous pouvez vérifier. L'obligation d'abandonner tout ce en quoi il croyait, jusqu'à la négation intégrale de sa démarche artistique, et une conversion forcée, avec encore des qualités picturales, parce qu'il glisse comme il peut dans les vêtements la conquête de la peinture abstraite qui se trouve tolérée visiblement dans l'art vestimentaire, dans le textile, mais c'est assez effrayant. Mais est-ce que c'est expliqué? Quelle explication tu veux? Oui, il y a des explications, mais je ne sais pas. Alors là, il y a même une sorte d'autoportrait, là, en sage de la peinture, mais une sorte de clerc médiéval, peintre d'icône. C'est un autoportrait, je crois, ça. Ah oui, c'est célèbre. Florentin, effectivement. Ah oui, non, l'art officiel imposait ces modèles-là, c'était l'art stalinien. Il n'était pas dupe sans doute, de toute façon. Il croyait quand même en ce qu'il faisait. C'est pas... Au niveau de la couleur, c'est pas mal quand même. Il y a une sorte d'iconisme. Mais formellement, évidemment, tendance à l'icône. Les ronds de bosse, c'est pas convaincant. Et puis bon, de toute façon, son registre formel, je ne sais pas s'il l'aurait développé. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été contraint à tout abandonner. C'est très pratique d'expliquer le retour à la figuration par la contrainte. Depuis quand est-ce que l'anecdote biographique prend le pas chez toi sur l'explication du développement interne de la peinture? Ah bah là, il n'y a pas de développement, il y a une censure extérieure. Là, oui, non, on lui a coupé les mains. Ce genre d'individu, rien n'indique qu'il n'aurait pas préféré arrêter de peindre plutôt que de travestir ses idées. Donc de dire que l'anecdote est ce qui contraint le changement dans la peinture, ça, on n'en sait strictement rien et il est peut-être très heureux de faire ce qu'il vient de faire. Ah mais non, mais véritablement. Moi, mais il aimait peindre quand même. Donc il y a un plaisir de la peinture, de la couleur. Peut-être encore plus loin, parce que la radicalité qu'il met en place bien avant la Révolution, donc il est certainement lié aussi à tout le mouvement à l'intérieur de la Russie, donc à partir de 1905, donc un climat, mais il y a une recherche de faire table rase dans la peinture, arrive aussi à amener vers certaines impasses par rapport à la peinture, parce qu'il est peintre, parce que de ce dont on ne parle pas beaucoup, mais ce que je trouve formidable dans ce livre, c'est c'est un livre de peinture, donc on voit le peintre. Toute la diversité. Donc tout ce qui est autour